Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Irène Tolleré. Voilà. Alors, Irène est maire du village de Fontanès, vigneronne, 9e sur la liste LREM. Renaissance. Renaissance. Voilà. 51 ans, un enfant. N'aime pas qu'on la mette dans une case. Oui, j'aime pas du tout. Voilà, c'est dit. Donc, conseillère départementale, majorité départementale, et LREM. Ça aussi, c'est un peu hors case. Renaissance n'est pas LREM, c'est un mouvement plus large de progressistes européens. C'est-à-dire que sur ces élections, ceux qui considèrent qu'ils sont socialistes, ils ont le choix avec Place Publique. Ceux qui considèrent qu'ils sont d'extrême gauche, ils ont le choix avec la France Insoumise ou Génération. Ceux qui sont verts, ils ont les Verts. Ceux qui sont contre l'Europe, ils ont Asselineau ou le Rassemblement National. Et ceux qui sont pour l'Europe, ils ont Renaissance. D'accord. En fait, l'REM, c'est toujours un peu du recyclage, quoi. De l'UDI, du Parti républicain, Modem, Dissident, PS, PS et compagnie. Est-ce que j'ai une tête de recyclé? Non, mais bon. Bon, ça continue le recyclage. Je ne me reconnais pas dans ces termes-là. Moi, Non. je ne pense pas du tout que je suis en recyclage sur cette liste. C'est une première intention. Pour moi, c'est très important, cette échéance européenne. Bon, Irène a un beau CV, elle a fait l'ESSEC, elle a vécu au Japon, elle a travaillé dans des grandes entreprises, de vin surtout. Oui. Scali, Val d'Orbieu. Puis elle a acheté un domaine viticole, et depuis quelques années, depuis combien de temps? 2003. 2003, donc elle fait du vin, elle produit du Pic Saint-Loup, du rouge essentiellement. Oui. Et pour ceux qui veulent, mais il y en a très peu, du blanc et du rosé. Oui. Voilà, alors elle s'est illustrée dans le Pic Saint-Loup avec les fonds européens. Voilà, elle a récupéré du pognon. Oui. On peut dire ça comme ça? On peut dire qu'il y a une politique de développement rural au niveau de l'Union européenne dont peuvent bénéficier des territoires et que le Grand Pic Saint-Loup a pu récupérer. Mais c'est grâce à vous? C'est grâce à vous? C'est-à-dire qu'avant la communauté de communes, il n'y allait pas à la pêche Non, n'avait pas de gale, non. Non. Donc c'était vous qui êtes à l'origine un peu de ce projet? Il y a eu un appel à projet et j'ai traité la réponse à cet appel à projet. Donc le résultat, c'est des maisons familiales et rurales de Claré pour former des gens par rapport aux besoins des territoires. Oui. Tailler de la vigne, aussi sur la mobilité, le réseau pousse repris par le département, l'irrigation des vignes. Oui, que des projets très concrets. Et le fameux Fab Lab de Carré. Oui. De Claré. Oui, oui. Qui marche du feu de Dieu. C'est quoi le Fab Lab? Eh ben, c'est un endroit où les gens peuvent venir travailler, mais également qui est équipé avec une imprimante 3D et où, par exemple, les enfants vont apprendre à fabriquer des choses et les imprimer en 3D. Il y a un atelier pour faire de l'aquaponie. C'est quoi l'aquaponie? L'aquaponie, c'est la réutilisation des eaux pour faire pousser des choses, en fait. D'accord. Et du coup, ce sont des tiers-lieux, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, avant, l'emploi était dans une entreprise. Maintenant, il y a des lieux intermédiaires où on a d'un côté de la vie et de l'autre côté de l'emploi. Voilà, le Fab Lab de Claré, c'est ça. Le vin a un caractère fruité, minéral, de terroir. Oui, comme tous les vins du Pic Saint-Loup. Avec une touche rock'n'roll, j'ai pu lire. C'est quoi la touche rock'n'roll sur les vins? Je pense qu'on a toujours une image classique de la vinification. Et nous, en fait, on a aimé le terroir du Pic Saint-Loup pour justement sa pureté et sa modernité. Et donc, on a fait une cuvée qui s'appelle Sympathie pour les Stones, parce qu'elle est essentiellement à partir de raisins de Syrah, et que son goût vient du goût du terroir du Pic Saint-Loup et des cailloux. Et donc, il y avait un jeu de mots facile avec Sympathie pour les cailloux, Sympathie pour les Stones. D'accord. Donc, Irène aime la montagne, le ski, la randonnée, l'escalade, le trail et la chanson française. Oui. Tiane-t-elle, vous m'avez dit? Oui. Elle est québécoise, non? Mais elle fait partie du patrimoine de la chanson française, de la francophonie. De la et Mickey 3D. Oui, aussi. Qualité loyale, positive, opiniâtre, curieuse. Défaut, plein. Oui. Bavarde. Oui. Et pas à l'heure. Oui. Quoi d'autre? Ça fait déjà pas mal. Bon, on va commencer par la une du numéro 835, donc de la Glorieuse.
avec comme sujet d'entrée l'union de la gauche ou union gauche. Ça vous inspire? Non. Bon, bah, vous lirez les journaux. Ensuite, on revient sur les européennes, voilà. Mais pourquoi des députés, en fait, bon, on fait une petite étude sur le besoin d'Europe, pas besoin d'Europe, mais pourquoi tous les députés, toutes les têtes de liste sont, entre guillemets, du second choix? Je ne considère pas être en accord avec cette phrase. Je ne crois pas que pour Nathalie Loiseau, c'était un second choix. Elle était confortablement installée dans son ministère et elle prend le risque de démissionner pour conduire une liste pour les européennes. Donc je crois vraiment que l'Europe est en danger et qu'il y a besoin d'envoyer au Parlement européen des gens pour qui ce ne soit pas du recyclage. D'accord. On va dire que c'est pour... Bon, tous les partis, quand même, ont pris des candidats qui sont des candidats qui n'existaient pas vraiment politiquement. Oui. On peut dire ça. À part deux, trois partis, même le Front National, même voilà, tous les candidats, toutes les têtes de liste, ça veut dire que les principaux... Oui. Oui. Pour le Rassemblement national, je pense qu'il y avait d'autres sujets. C'est-à-dire que Marine Le Pen pouvait difficilement, avec ses petits soucis avec le Parlement européen, elle pouvait difficilement être tête de liste. Donc je pense que c'était de la survie pour eux de mettre des personnes qui n'étaient pas mouillées dans cette sombre affaire. Bon, ensuite on revient sur l'affaire du tassement électoral des Insoumis. Les Insoumis marchent-ils au pas ou pas? Voilà. Et on revient aussi sur les affaires de justice, donc avec Bertin Aoum là, qui nous a attaqué, qui nous a fait un procès qui a duré 2 ans. On a été débouté, on a gagné, et sur l'affaire avec Carole Delga qui a été accrochée au tribunal de Nîmes. Voilà, donc Irène. Est-ce que vous lisez La Mouette? De temps en temps, oui. De temps en temps. Régulièrement ou... Ah si. D'accord. On la trouve à Fontanès ou... Par des réseaux, on se la passe sous le manteau. Bon. Avez-vous rencontré en dehors de vos cercles des personnes qui étaient intéressées par les élections européennes? Beaucoup. Il y avait 2700 candidats, quelque chose comme ça, donc il y avait des gens qui étaient intéressés, oui. Non, mais je ne parle pas des candidats, je parle des... Alors, sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup... Sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup, depuis 2015, on fait des choses extrêmement concrètes avec les fonds européens. Je crois qu'à partir du moment où l'Europe change concrètement le quotidien des gens, il y a un intérêt beaucoup plus marqué. Pourquoi l'Europe est un sujet de deuxième choix pour les citoyens français? Pour les médias français déjà, je pense. Plus pour les médias, plus que... Oui, voilà. Déjà, je pense que les médias n'y comprennent rien. Donc, je ne parle pas de vous, hein, mais je remarque souvent que les questions montrent qu'on a souvent des journalistes qui connaissent extrêmement bien le fonctionnement de la politique française et qui, du coup, sont vraiment perdus par rapport au fonctionnement du Parlement européen, qui n'est pas du tout sur le même modèle que le Parlement français. Et je crois qu'on a un déficit de couverture médiatique qui est invraisemblable. Là, on a fait une réunion publique à Marseille avec Stan Guerini. On n'a parlé que de sujets européens. Il y a certains titres qui n'ont parlé que de sujets locaux. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à faire leur article. Donc, D'accord. Vous ne pensez pas qu'Emmanuel Macron, avec le grand débat national, a un peu noyé le débat européen? Des grands débats occupent une actualité nationale et c'est tout à fait normal, mais l'actualité européenne, elle est énorme. Et si on ne prend pas garde et si les gens ne s'intéressent pas au sujet d'aller voter, je rappelle qu'il y a un seul tour et il est que le 26 mai, eh bien, il ne faudra pas s'étonner si on jette le bébé avec l'eau du bain. Donc, il y a une montée extrêmement forte des populistes en Europe. On va avoir un Parlement européen où les groupes qui sont plutôt voués à détruire l'Europe de l'intérieur vont représenter entre 25 et 30%. Et du coup, si on ne veut pas qu'ils représentent plus, il faudrait peut-être que les gens, à travers une couverture médiatique adéquate, s'intéressent à ce sujet-là, qui n'est pas contradictoire avec le débat national, qui est complémentaire. Hein. Et quels sont les grands enjeux de l'Europe ? Cet objectif commun, je crois que ça peut être la transition énergétique,
qui va pouvoir mettre d'accord tous les gouvernements, tous les parlementaires, tous les citoyens, parce qu'on voit bien l'impact du changement climatique, on voit bien l'augmentation des maladies, et c'est un objectif commun qui est suffisamment à long terme pour refédérer toutes les énergies. Nos aïeux nous ont laissé la paix, c'est énorme. Aujourd'hui, la paix, on l'a. La génération qui est au pouvoir en Europe n'a pas connu ce stress-là, n'a peut-être même pas connaissance de son histoire familiale par rapport aux grands conflits mondiaux du siècle précédent. Et vers quoi est-ce qu'on reprojette l'idéal européen? Je crois que faire une Europe où on vive bien dans un environnement protégé, avec une alimentation saine, qui soit mobile, avec des mobilités propres, qui produisent de l'énergie propre, c'est un enjeu qui est suffisamment important et à long terme pour refédérer tout le monde. Selon vous, là, les élections européennes seront-elles un référendum pro ou anti-Macron, ou ça n'a rien à voir? Pour moi, ça n'a rien à voir. Je comprends qu'il y ait des gens qui essayent de mettre le débat à ce niveau-là. Cependant, ils oublient de parler de ce que fait l'Europe en France et des enjeux. Par exemple, par rapport à l'enjeu de la solidarité et de la pauvreté. On a à peu près un tiers du budget des Restos du Cœur qui sont issus de fonds européens. Au niveau de l'Europe, il y a des pays qui pensent que là, le caritatif doit être privé. Donc le fait qu'il y ait des fonds publics européens qui viennent aider les Restos du Cœur, ce n'est pas du tout un acquis européen. C'est un acquis si on envoie des eurodéputés qui vont défendre ce sujet-là. Or, il y a des gens qui aujourd'hui veulent replier complètement les dépenses sur des dépenses nationales et qu'il n'y ait plus de choses mises en commun au niveau européen. C'est une catastrophe si on arrive à ça. Ne croyez-vous pas que l'Europe pêche par manque de faire savoir? Je suis totalement d'accord avec vous et j'avais eu l'occasion de faire une émission avec Pierre Moscovici quand il était venu dans la région et il m'avait répondu ce que je vais vous dire, c'est que l'Europe a très peu de fonctionnaires en fait. Il y a 35 000, c'est-à-dire moins que la ville de Paris par exemple. Et en fait la communication sur ce que fait l'Europe dans les pays est à la charge des pays et ça fait partie des règles du jeu pour justement qu'il n'y ait pas de parallélisme ou d'action directe contradictoire. Et cependant, dans certains pays, comme la France, je pense qu'on n'a pas fait suffisamment, ou alors on ne s'est peut-être pas suffisamment adapté dans la communication sur ce que faisait l'Europe au changement de société lié aux réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui l'Europe demande des panneaux et des logos sur des panneaux ou sur des leaflets, mais on parle peut-être pas suffisamment d'avoir des communications dédiées sur les réseaux sociaux. Mais regarde avec le Brexit par exemple, ça fait je sais pas combien d'années que ça dure, là, cette tergiversation là autour du départ. Ils ne sont pas sortis encore. Hein. Non, mais bon, ça risque de se passer peut-être dans d'autres pays. On a l'impression que ça fait 20 ans que ça dure, que l'Europe ne met pas des actions, des moyens pour communiquer sur ses réalisations. Vous me dites que vous faites ça là au niveau du Pic Saint-Loup, je veux dire, ça ne se sait pas. Alors, dans le Pic Saint-Loup, oui, dans ça le Pic se Saint-Loup. Sait, parce que moi j'ai fait le travail. Il y a beaucoup d'autres élus qui font le travail, tous les présidents de fonds européens locaux ou de. En revanche, sur des gros investissements, il y a un déficit, c'est sûr. Moi, j'étais à l'inauguration, par exemple, du musée de l'Odève, où la ministre s'est déplacée. C'est des budgets colossaux, où les plus premiers investisseurs, c'est l'État et l'Europe. Il n'y a pas eu de prise de parole pour les fonds européens qui étaient mis sur un sujet aussi important que le musée de l'Odève. Mais ce n'est pas la responsabilité spécifique à l'Europe qu'un pays membre ne se donne pas les moyens de communiquer sur les projets que l'Europe cofinance dans un pays. Puisque la règle, c'est que l'Europe aide un pays à atteindre des objectifs. L'Europe n'est pas en charge de faire certaines actions en France. L'Europe accompagne la France pour atteindre certains objectifs qui sont partagés par tous au niveau de l'Union européenne et qui sont d'ailleurs fixés par les pays. Oui, quand il y a une action qui est mise en place à Nîmes, par exemple, vous avez le préfet qui se déplace, l'État, vous avez un responsable de la région Occitanie qui se déplace, oui. Donc vous avez l'État, vous avez la région, il pourrait y avoir un responsable européen qui vient pour, je sais pas, l'inauguration du pont du Gard ou de la rénovation de telle chose ou telle chose. Oui, ils ne sont pas invités.
Ah, ils ne sont pas invités. Voilà, donc il faut savoir que ils payent, ils ont le droit de se taire. Les régions sont autorités de gestion, et j'ai eu l'occasion de faire des inaugurations où la région, en tant qu'autorité de gestion, n'était intervenue qu'au travers des fonds européens, et la région n'a parlé que de sa politique régionale. Et c'est moi qui ai pris la parole pour les fonds européens. C'était à quel sujet? C'était l'inauguration de la Maison des services au public de Saint-Martin-de-Londres, par exemple. Mais également l'inauguration de l'espace public numérique de Saint-Mathieu-de-Tréviers, un espace qui permet de lutter contre l'électronisme à Saint-Mathieu et qui est très bien. Bon, votre liste est donnée gagnante avec à peu près 25% estimés dans les sondages. On est loin d'un plébiscite. Oui, moi les sondages, comment vous dire, sur le Brexit, les sondages disaient que Remain gagnait, et puis ils se sont tous réveillés avec le Brexit qui avait gagné. Donc moi je crois que le résultat d'une élection, il est le soir du dépouillement, et je croirais à ces chiffres-là. Bon, on va dire que vous représentez un Français sur 4, quand il y en a 50% qui ne vont pas voter, donc ça représente 12% du corps électoral. Si mes calculs sont bons. C'est terrible. Voilà. Dans ces conditions, les députés européens élus représentent pas grand monde. Ils représentent 12% de 60 millions. Ils représentent ceux qui viennent voter. La démocratie, c'est le droit d'aller voter. Donc là, il y a une élection, il y a un enjeu. Les gens ont le droit d'aller voter, et en France, ils ont le droit de ne pas aller voter aussi. Et vous pensez que le président a proposé de bons remèdes à une démocratie malade? Vous voulez dire avec l'introduction de la proportion d'une part proportionnelle? Oui. Y a ça, et puis il y a surtout, par exemple les votes blancs aussi. Oui, moi je suis assez d'accord, il faut évoluer. Après, encore une fois, quoi qu'il se passe en France, le sujet européen, c'est un autre sujet. On le veut pas, c'est comme ça. On parle de l'euro, on parle de la libre circulation, on parle de pouvoir aller tranquillement de France en Italie, revenir, de pouvoir faire Erasmus. On parle de ça. Ce ne sont pas des sujets nationaux, ce sont des sujets européens. J'y peux rien. La PAC, c'est un sujet européen. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir recouru à la reconnaissance du vote blanc, du vote obligatoire, là, de baisser le seuil de signature pour les référendums partagés? Ça, ce sont des sujets nationaux, ce n'est pas des sujets européens. Voilà. Donc, c'est pas des sujets nationaux. C'est pas des sujets. Les sujets européens sont différents. Moi, je peux vous parler, par exemple, de sujets européens extrêmement clairs sur la viticulture. Évidemment, je les connais un peu mieux. Donc, par exemple, on a un sujet énorme sur les droits de plantation. Donc, en fait, tout le système des appellations d'origine contrôlées mondiales est inspiré du système français. Et l'Europe a protégé ce système par un texte qui a été voté à une date symbolique, le 14 juillet 1992, ce qui prouve bien la reconnaissance par l'Europe du fait que le système d'appellation français était le modèle mondial. Suite à cette protection par l'Europe, il y a des accords qui ont pu avoir lieu avec ces fameux traités qui ont protégé les signes de qualité. Et la contrefaçon d'un certain nombre de signes de qualité qui avaient lieu, par exemple, aux États-Unis, avec des Burgundy, des vins de Bourgogne californiens, des Beaujolais californiens, s'est arrêté du jour au lendemain. Ce n'est pas la taille du marché des vins français qui a permis cet arrêt, puisque nous importons quasiment peu de vin. En revanche, les États-Unis, s'ils voulaient que leur vin ait accès au marché européen avec tous les pays qui le composent, devaient arrêter cette contrefaçon. Donc ce système-là repose sur un contrôle des volumes qui s'assure par rapport à des droits de plantation. Ces droits de plantation s'arrêtent en 2030. Donc qu'est-ce qui se passe après 2030? On libéralise complètement le marché, ça veut dire que n'importe qui peut planter de la vigne n'importe où et revendiquer une appellation. Ou alors est-ce qu'on sécurise ce système? Nous portons le fait que les droits de plantation doivent à minima être poursuivis jusqu'en 2050 et que nous devons mettre en place un système rolling pour que les droits de plantation soient toujours maintenus dans l'espace européen pour protéger la valeur ajoutée de tous les vignerons et producteurs d'appellations d'origine contrôlée européens. Ce n'est pas un sujet national, c'est un sujet européen. De la même façon, un autre sujet européen qui touche encore une fois la viticulture, mais l'agriculture au sens large, nous avons, et ça a commencé dans l'Hérault,
nous avons développé des cépages résistants. Ça veut dire des cépages qui n'ont pas besoin de produits phytosanitaires pour être traités. Ça veut donc dire une réduction du risque de maladie pour les agriculteurs et par rapport à la pression sociétale, une réponse immédiate, plus de produits de traitement sur ces cépages. Ces cépages sont hybrides. Ce sont des croisements de cépages classiques avec des cépages autres. Aujourd'hui, ils ne sont pas autorisés par le règlement européen dans les appellations d'origine contrôlée. Donc, par exemple, nous portons le fait que nous devons autoriser les cépages résistants dans les textes qui régissent les appellations d'origine contrôlée européennes, en mettant, par exemple, en place un pourcentage de 10% pour ne pas mettre en l'air complètement des équilibres organoleptiques existants, mais cependant permettre à la recherche nécessaire de se mettre en place pour la diffusion de ces cépages résistants et préparer un futur sans produits phytosanitaires. Ça, c'est un enjeu européen. Donc vous travaillez pour 2030 là. Je travaille pour le futur. De façon générale, quand on est sur des élections européennes, on travaille pour nos enfants. D'accord. Pour en revenir à l'action du président, la mise en avant du référendum, du développement de la proportionnelle qui s'appuie sur un scrutin de liste, est-ce que c'est une manière pour le président de mettre en place une démocratie directe au détriment de la démocratie représentative? Je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, en 2019, et l'Europe a montré l'exemple, nous avons besoin d'avoir des liens beaucoup plus directs avec les citoyens, et l'Europe a donné l'exemple avec les référendums qui sont autorisés au niveau européen. Je crois qu'on est en 2019 et toutes les démocraties doivent être un peu plus participatives et au-delà de ça, être beaucoup plus dans la co-construction. On le voit sur tout un tas, parce qu'on vote des lois et ces lois servent à faire des choses. Ces choses doivent être beaucoup plus concertées aujourd'hui que dans le passé. Nous avons une remise en question de la crédibilité des politiques de tout poil et il est important que nous retravaillions avec tous les citoyens. L'Europe porte ça et d'ailleurs quand nous avons fait la candidature pour récupérer les fonds européens pour le Grand Pic Saint-Loup, nous avons été dans une co-construction, c'est-à-dire notre stratégie locale de développement. Ce n'est pas quelques élus dans un bureau qui l'ont rédigée, c'est l'ensemble des forces vives du territoire, à la demande de l'Union européenne, qui ont réagi sur des faits, des chiffres. Quel est notre avenir en commun sur le Grand Pic Saint-Loup et quelles sont les actions que nous souhaitons que les fonds européens nous permettent de financer à hauteur de 80%. Dans quel groupe siégerez-vous au Parlement européen? Chez les sociodémocrates ou chez les démocrates sociaux? Nous sommes en train de créer un nouveau groupe qui sera central et sans doute assez transition écologique. D'accord. En tant que maire, là, quel avis avez-vous sur les décisions du président? Plus de fermeture d'écoles, aucune fermeture d'hôpitaux, vous avez entendu? Oui, grande section maternelle, classe de 24 élèves. C'est des très bonnes décisions. Ces décisions, je ne peux pas aller contre, mais enfin, là, je suis là pour vous parler d'Europe. D'accord. Oui, mais enfin, bon, vous savez, l'Europe s'entrecroise avec la politique française. En fait, ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que non. Mais bon... Bon, donc moi j'ai prévu des questions un peu sur l'Europe et puis sur la politique française. Mais je vois bien. Faire porter l'effort sur les 5-7 ans. Voilà, avant 5 ans, ils sont en garderie, les enfants. Comptez-vous, en tant que future députée européenne, que comptez-vous faire pour que l'Europe fasse toujours plus pour les citoyens français? Alors, je crois, si vous faites une transition par rapport aux enfants, je crois qu'effectivement, il est important, dès l'école et dès l'école primaire, qu'on parle beaucoup plus d'Europe en France, de manière à éviter ce désintérêt total, alors que l'Europe est présente dans notre quotidien. Le déploiement de la fibre par le département de l'Hérault est financé par le département de l'Hérault et par l'Europe. Donc l'Europe est tout à fait présente sur beaucoup de choses qui touchent aux jeunes de notre territoire et il est important de les faire connaître et l'éducation est un moyen de les faire connaître. On a également une mise en cohérence des politiques nationales et européennes qui peut être intéressante et porteuse d'emploi au travers par exemple d'une alimentation plus bio, locale et durable.
avec des fonds européens sur le territoire du Pic Saint-Loup, nous avons déjà pris les devants, mais c'est quelque chose qui pourrait être réorienté au niveau du fonds qui s'appelle le FEADER pour qu'on flèche un peu plus le développement de solutions d'alimentation bio et locale pour l'ensemble des cantines de l'Union européenne. Schématiquement, le droit à une alimentation locale de qualité, bonne pour l'environnement, ne doit pas être un privilège de quelques bobos dans des métropoles. C'est un droit fondamental de tous les citoyens européens et ce droit, en l'exerçant, permet de recréer des emplois non délocalisables et de remettre de l'eau dans les terres et donc de recréer le grand cycle de l'eau, ce qui est très bon pour le climat. Voilà. Donc vous m'avez parlé là au début là, de votre mandat de conseillère départementale dans la majorité actuelle du département socialiste. Vous allez démissionner, je crois. Oui. Et donc vous allez intégrer quel rang? C'est-à-dire? Vous allez rester indépendante ou vous allez venir dans le... vous êtes dans la majorité départementale socialiste ou vous êtes LERM? Alors donc vous pensez du coup que je démissionne juste du groupe? Et je sais pas, je vous pose la question. Non, parce que après il y a un truc, hein, on n'est peut-être pas obligé d'être des surhommes. Parce que député européen plus conseillère départementale, c'est déjà pas rien hein, comme charge de travail. Donc moi, je pense que c'est difficile de faire les deux. En tout cas, sur un canton comme le canton de l'Odève, où il y a un sujet social majeur, et Dieu sait que je l'ai touché de près en tenant des permanences mensuelles, je ne suis pas sûre que j'arriverai, en étant députée européenne, à assurer le service auquel les citoyens du canton de l'Odève ont droit. Personnellement, quel est votre objectif? Quel est l'objectif pour Renaissance Héros à Montpellier? Alors là, ça c'est encore autre chose. Donc Renaissance, c'est une liste pour les européennes. Oui, je sais. Donc Renaissance à Montpellier, je dirais que notre objectif, c'est d'avoir le meilleur taux de participation et le meilleur score le 26 mai. Très bien. C'est-à-dire concrètement? Je sais pas. Que toutes les voix qui peuvent voter pour nous votent pour nous. Qu'on n'ait pas une voix qui manque à l'appel. Est-ce que les députés, le maire de Montpellier, l'environnement vous aident à cette campagne? Écoutez, je crois que déjà, il faut s'aider soi-même. Et après, ça va nettement mieux. Moi, je ne compte pas sur d'autres pour avancer. Je crois qu'on porte une liste et un programme qui a du sens. Et donc, je le défends. Le maire de Montpellier nous prête une salle le 2 mai pour faire une réunion sur la transition écologique en agriculture, où on va vraiment travailler avec tous les agriculteurs du territoire le plus vaste possible pour parler justement de cette réforme de la PAC et des actions qu'on peut mener un petit peu en commun. Et déjà, le fait qu'ils nous prêtent cette salle, c'est très bien. Il y a, je crois, voilà, on est en campagne pour les européennes. Jusqu'à présent, j'ai plutôt vu de la bienveillance chez tout le monde. Voilà, donc la bonne entente entre les députés montpelliérains, là, vous avez un regard là-dessus? Écoutez, moi je m'entends bien avec tout le monde. Donc, c'est quoi le ciment de LREM? Le ciment c'est d'essayer de faire de la politique autrement, d'être en dehors des cases, de repartir du fait que les bonnes solutions ne sont pas à gauche ou à droite, mais liées à la formulation d'un problème. Et donc concentrons-nous déjà sur la formulation du problème pour y trouver la solution. Je crois que sur le problème agricole, la formulation du problème, c'est qu'est-ce que deviennent nos agriculteurs s'il n'y a pas de PAC, s'il n'y a pas de droit de plantation, si on n'autorise pas les cépages résistants, si on n'a plus de fonds pour accompagner la transition écologique en interdisant certains pesticides. Je crois que le sujet, il est là. D'accord. Vous serez la députée européenne des champs. Oui, exactement. Ça me va très bien. Voilà. Non, alors, une dernière question avant la question chapeau. Pour en revenir à LREM et au grand débat, là, à l'origine, LREM était fondée là, sur la démocratie participative, un petit peu. Oui. Comprenez-vous la déception des gens autour de l'absence de RIC? Non. Je pense que on n'est pas sur les européennes, là. Ah oui, on n'est pas sur les européennes, mais enfin, le grand débat, les européennes, ça a été un peu...
Écoutez, un peu mélangé tout ça. Moi, le débat sur le RIC, je l'ai vu, je crois qu'il y a ceux des ronds-points et puis ceux des manifs. J'ai eu l'occasion d'être bloquée, comme beaucoup de concitoyens, par des gens qui me demandaient de signer une pétition de force pour que je puisse passer en me disant qu'il fallait que je demande le RIC. Comment vous dire ? C'est assez liberticide. Comme, de force. Oui, donc je n'ai pas signé, je suis restée bloquée pendant pas mal de temps, j'étais, comme qui dirait, assez énervée, comme beaucoup de nos concitoyens. Je ne crois pas que les choses s'imposent. Nous sommes en démocratie. Nous avons donc la possibilité de nous présenter aux élections. Donc, ceux qui veulent le RIC peuvent avoir une liste pour les européennes. Ceux qui veulent le RIC peuvent se présenter aux élections municipales. Il n'y a pas de... où ils peuvent demander à soutenir une liste qui intègre ça dans son programme. A priori, sur Renaissance, on est beaucoup plus sur des choses concrètes liées à la transition écologique. Par exemple, également, il y a un sujet majeur au niveau européen qui sont la data. Parce que si on veut avoir une agriculture qui est meilleure pour l'environnement, il faut qu'elle soit beaucoup plus précise. Or, la précision en agriculture, on utilise de plus en plus nos smartphones et on a besoin d'utiliser nos données. Or, les données aujourd'hui, 40% des data centers sont aux États-Unis, le reste est en Chine. Sur les 20 premières entreprises du monde qui touchent au numérique, il y en a 11 qui sont américaines ou 9 chinoises ou l'inverse. L'Europe est absente de l'avenir de beaucoup d'entreprises. Il me semble important au niveau européen que nous protégions nos données, que nous ne laissions pas des entreprises extra-européennes nous revendre l'analyse de nos données. Et que fait l'Europe ? Eh bien justement, ça fait partie de notre programme sur l'intelligence artificielle. Bon, vous avez du boulot, hein. Vous avez du boulot. Voilà. Il y a des vrais enjeux européens, il ne faut pas se tromper. Bon. Les enjeux que je défends sont européens. La question chapeau, vous m'excuserez si ce n'est pas une question sur l'Europe, mais vous pourrez, avec votre talent, la rattacher à l'Europe. Allez, la question chapeau. Pourquoi faut-il travailler plus ? Pour gagner plus ? La question est vraiment un peu particulière. Faut-il travailler plus ? Ben, ça dépend. Je pense qu'il faut travailler mieux, en fait. Et c'est pas... Par exemple, les Fab Labs de Claret, les tiers-lieux qu'on finance avec l'Union européenne. Si les gens, au lieu d'aller au travail... Hein, c'est notre président, il dit qu'il faut travailler plus. Oui, mais je sais Vous bien... Vous l'avez entendu ? Il faut vivre avec notre temps. Et donc, il faut, par exemple, si au lieu de perdre du temps dans les embouteillages en étant tout seul, dans sa voiture, ce qui gagne, qui touche, ce qui coûte en plus un pognon de dingue, pour citer notre président. Donc, si les personnes eh bien, peuvent rester une journée à travailler dans un tiers-lieu, ils seront plus contents, ils seront plus efficaces, je pense qu'ils auront travaillé mieux et sans doute ils auront travaillé plus. Donc, je pense qu'on est à l'aube d'une révolution autour de l'intelligence artificielle et l'Europe nous permet de la saisir. Je pense que l'Europe est également la bonne taille critique pour la transition écologique. Un exemple, les vélos. Alors on a Smooth sur le territoire, nous n'avons pas de champion de la batterie en Europe. Il y a une entreprise française qui vient de déposer un brevet pour un vélo électrique avec une batterie qui est à condensation, c'est-à-dire non polluante. Ce prototype-là, il faut que sur le marché européen, cette entreprise puisse facilement commercialiser ses vélos et ça lui fera un marché domestique beaucoup plus grand que juste le marché français et permettra de créer des champions européens de la transition écologique. L'Europe est la bonne taille pour nous accompagner face à ce challenge-là. Donc ne nous ratons pas, moi je suis là pour ça. Très bien, mais je vous remercie, on a compris que l'Europe était votre cause. Oui.